Bonjour à tous. Oula, bébé est printemps. On va essayer de faire ça bien. Désolé, vous me subissez encore. J'étais déjà là la dernière fois pour vous. Bon, vous étiez moins nombreux au mois de février. Mais il s'est trouvé que Grégory, à la fin de la session précédente, a demandé à la salle quel sujet vous vouliez voir parler, et quelqu'un avait demandé, je ne sais pas s'il est présent ce soir, un sujet sur Vue. Il est là. À l'époque, Grégory avait dit que j'étais formateur Vue, ce qui n'était pas tout à fait exact, ça l'est depuis. Et donc au mois de mars, je suis revenu vers Greg pour lui dire je suis prêt, si tu veux faire un talk sur Vue à Redjs, je peux le soumettre. Et accessoirement, je lui ai demandé donne-moi un titre et une durée. Et donc me voilà pour vous présenter pourquoi choisir Vue.js en 2017. Bon, alors je ne vais pas faire une heure sur pourquoi Vue, donc je vais aussi vous présenter un petit peu c'est quoi quand même. Et je vais entrecouper des arguments et les deux. On va parler un petit peu de moi. Je suis Cédric Le Gallo, vous pouvez me trouver sur le web avec l'un ou l'autre de ces avatars. Je suis consultant, formateur, freelance sur Rennes. Je travaille beaucoup avec Angular en ce moment, mais aussi avec Polymer V1. Je vais enfin pouvoir mettre à Polymer V2. Vue, et mon préféré reste quand même Vanilla. On va parler de vous. Qui a déjà joué un tuto Vue.js? Ouais, un petit 20% était venu pour la conf de Mickaël, ok. Qui l'a mis en place sur un side project, mais pas sur un projet professionnel? Ah, il y en a 6 qui sont venus chercher des arguments pour convaincre leur patron, et qui bossent avec Vue.js. Et donc il y en a 3 qui sont venus pour les pizzas, d'accord? Merci. Pourquoi utiliser Vue en 2017? Parce que c'est bien. C'est super agréable de travailler avec Vue, mais bon, je suis conscient, c'est peut-être pas très objectif. Donc on va être un peu plus sérieux. La première raison pour laquelle moi j'apprécie Vue, et je ne suis pas le seul, c'est la courbe d'apprentissage. Vue ne cherche pas à réinventer la roue, ne cherche pas à réinventer la façon de travailler des développeurs aujourd'hui. Il y a certes de nouveaux paradigmes, mais globalement, Vue, vous le prenez en main très rapidement, beaucoup plus rapidement que ses principaux concurrents, que sont Angular et React. De ce point de vue, on pourrait le comparer un petit peu à jQuery, qui se prenait en main très très facilement. C'est ce qui a fait le succès de jQuery à l'époque. C'est aussi sûrement ce qui fait le succès de Vue en termes de popularité, parce que Vue est aujourd'hui de loin le plus populaire des frameworks JavaScript, côté client. Et c'est sûrement parce qu'il est très facile à prendre en main. Accessoirement, il est sur le paradigme actuel du composant, qu'on trouve chez React, qu'on trouve chez Angular, qui prépare aux web components qui sont plébiscités par Sketch.js ou plutôt Polymer. Pardon. Donc les composants sont à la mode, Vue fait du composant, c'est très bien, tout le monde est content. Qu'est-ce que la librairie Vue.js? Ils se définissent comme Reactive Component for Modded Web Interface. Donc Reactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir du data binding, que vous allez avoir des expressions, que vous allez pouvoir réagir avec des événements. Et pour le coup, dans Vue, il le fait avec une parfaite transparence. En gros, ce que vous trouvez dans à peu près n'importe quelle librairie de front-end. Component, l'idée c'est de découper nos applications en petites briques de Lego et d'assembler les briques de Lego pour faire des grosses applications. L'idée c'est d'aller vers des choses réutilisables, d'éviter de perdre son temps à tout le temps réécrire les mêmes fonctionnalités. Modern Web Interface, c'est en gros un autre nom pour dire Single Page Application, ou aujourd'hui Progressive Web Application, si on prend le virage. Vue, comme son nom l'indique, va couvrir le V de MVC. C'est son but dans la vie, faire l'IHM. Il ne fera rien d'autre. Nativement dans Vue, vous n'avez pas de moyen de faire des requêtes XHR, vous n'avez pas de routeur, vous n'avez pas de gestion d'état. Vue, la librairie de base, ne fait que la partie graphique. Après, il y a un écosystème avec des plugins, parce que Vue va être extensible.
Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on peut étendre Vue soit avec les plugins officiels, soit avec d'autres librairies. On va revenir là-dessus. Accessoirement, Vue règle la compatibilité avec les Vue navigateurs, ce qui est toujours intéressant à prendre. Et il est tout petit, on va aussi revenir là-dessus. Pour démarrer une application Vue, il faut un starter. Un starter, c'est la construction d'une instance. Ce starter, il faut l'affecter à un node qui va être le conteneur, qu'on passe par query selector CSS. Éventuellement, déclarer des données internes, ici une propriété greeting, qu'on va pouvoir à loisir manipuler dans son template HTML avec une syntaxe révolutionnaire qui est la double moustache qu'on n'a jamais vue nulle part. J'en parlais tout à l'heure, l'idée du coup va être de découper une grosse application en plein de petites briques, faciles à coder, faciles à maintenir. Ce slide, vous pouvez le prendre et le mettre tel quel pour n'importe quelle application React, n'importe quelle application Polymer, n'importe quelle application Angular, c'est le même. Le principe, c'est le paradigme composant. Le composant, il ne s'implémente pas pareil dans toutes ces librairies. Par contre, la façon de faire les applications, c'est la même partout. En Vue, le composant, c'est quoi? Eh bien, c'est une instance de Vue. On a vu qu'on démarrait notre application avec un new Vue, donc une instance. Cette instance de Vue va avoir des composants qui vont être des instances de Vue. Et inception de composant en composant, on a tout le temps le même code JavaScript pour faire tout ça. Bon, plus spécifiquement, cette instance de Vue va avoir des propriétés particulières qui sont « je suis un composant ». Donc il va avoir un template prédéfini. C'est ce qu'on trouve avec la fonction component. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai dois dire? Donc, important. Le premier paramètre de cette fonction va être la clé. Ça va être le custom element, au sens spécification HTML5. Qui va nous permettre de consommer ce composant après dans les templates. Donc ici, ToDoItem, on va pouvoir le récupérer pour l'utiliser dans notre application Vue ou dans un autre composant Vue, tout simplement en utilisant le sélecteur HTML correspondant qui porte le nom de la clé déclarée. Le reste, le deuxième paramètre, va être un objet de description de métadonnées du composant. On va revenir sur ce qu'on peut mettre là-dedans. Vue implémente le MVVM pattern. Tout le monde connaît? Donc, alors MVVM pattern, je pense que vous l'avez manipulé sans le savoir. Il est à la mode depuis, principalement mis à la mode par AngularJS. Donc, si vous avez fait du AngularJS, vous avez fait du MVVM pattern à un moment donné. En tout cas, si vous avez écrit un contrôleur, ce qui a dû arriver. Le gros avantage du MVVM pattern, qui est une forme particulière du MVC, c'est la facilité avec laquelle on peut échanger les composants en fonction du rôle qu'ils ont. Chaque composant doit être le plus atomique possible et son fonctionnement doit être indépendant des autres composants. Le but étant, idéalement, de faire des tests unitaires composant par composant qui assurent le bon fonctionnement du composant et de pouvoir facilement l'extraire d'une application pour le mettre dans une autre. Dans l'implémentation du MVVM, quand l'utilisateur fait une action, il fait l'action sur l'IHM, forcément. Il va avoir accès en base de données, faire des petites commandes SQL. L'IHM va venir notifier le viewModel, qui est donc un contrôleur, qui va changer le modèle, qui va inscrire en base. Dans un modèle MVC classique, ça se fait également dans ce sens-là. Par contre, dans le modèle MVC, quand le modèle est changé en base, il vient directement modifier la vue. La spécificité du MVVM par rapport à MVC, c'est que quand le modèle est changé, il va notifier les changements à la vue en passant également dans l'autre sens par le contrôleur. Du point de vue de Vue.js, nos composants Vue seront tous des viewModels.
Donc à chaque fois qu'on crée une instance vue, on crée un view model. Un composant view est une instance vue, c'est un view model. Ce view model va relier une view, donc un élément DOM, que ce soit un conteneur ou un template, à un modèle qui est la donnée. Donc là, en reprenant juste le starter de base de 3 slides avant, on voit bien l'implémentation de MVVM au travers de view. Évidemment, on va faire des choses plus complexes, mais le concept est déjà apparent sur 4 lignes. Alors oui, Vue est un framework composant. Il en manque un peu en bas. Je pense que de toute façon, vous ne voyez rien. Cette image vient de la doc officielle, donc vous la trouverez facilement. Doc qui est très bien faite en même temps. Et ce qui est important sur ce slide, c'est que comme tout framework composant, y compris Dojo 2006, les composants ont un cycle de vie. Pour ceux qui sont développeurs Java, si vous avez fait du JSF ou du TNIF, c'est aussi des frameworks composants et ils ont aussi des cycles de vie. Ces cycles de vie donnent des points d'interaction possibles aux développeurs. Et sur ce schéma, ce sont les bulles rouges, rouges sur fond blanc. Tout ce qui est en vert, c'est la mécanique interne de Vue. C'est ce qui se passe sous le capot dans votre dos. Alors dans Vue, il y a des composants, c'est bien. Mais il y a d'autres choses, et c'est là-dessus que tous ceux qui ont fait du AngularJS ou de l'Angular vont retrouver leur titre. Il y a aussi des directives, qui vont être des cas particuliers de composants, et qui vont se comporter comme des pseudo-attributs HTML, qui vont nous permettre d'enrichir nos templates. Et pourquoi ça va parler aux gens qui ont fait de l'AngularJS ou autre, c'est qu'ils reprennent une syntaxe qui est familière. Même si sous le capot, l'implémentation est très différente, notamment il n'y a pas de two-way data binding de base dans Vue, on va pouvoir en faire sous certaines conditions, tout comme dans Angular d'ailleurs avec un vmodel. Nativement, le data binding dans Vue est en one-way data flow, comme dans React d'ailleurs. C'est ce qui fait la performance de toutes ces librairies modernes. Donc on va avoir un certain nombre de directives qui est prédéfinies, qui nous permettent d'interagir déjà sur un grand nombre de fonctionnalités. Les plus intéressantes, celles qu'on utilise le plus souvent, étant ces deux-là, vOn et vbind. vOn étant la réaction à un événement, vbind étant l'injection d'une donnée dans un attribut. Bon, vif et vfor ressortent régulièrement également. Plus en bas, il y a pre et ons, qui sont deux directives très particulières d'optimisation de la performance. Si vous avez des applications qui commencent à être grandissantes, ça peut être une réponse rapide à l'optimisation. Après, il faut déjà avoir des problèmes de performance avec Vue, il faut déjà envoyer du lourd. On va retrouver également les filtres, avec une syntaxe qu'on n'a jamais vue nulle part, c'est pareil, hein, le pipe. Et un filtre, c'est quoi? C'est une fonction JavaScript qui prend à minima un paramètre, qui va être une donnée, et qui le transforme pour un affichage différent. Donc, des filtres de transformation de date, d'affichage d'unités monétaires, etc., etc. Il y en a plein. En handlebar, ça s'appelait des helpers. Dans Angular 2, ça s'appelait des pipes. Par convention, un filtre va se nommer en kebab case. La fonction JavaScript correspondante sera écrite en camel case. De manière générale, Vue fait toujours une conversion. Dans l'HTML, on emploie du kebab case pour respecter la syntaxe HTML. Dans le JavaScript, on emploie du camel case pour respecter la syntaxe JavaScript. Et pour finir, le langage de templating de Vue. Alors pour finir cette première petite partie. Donc dans Vue, dans le langage de templating, donc dans nos composants, on va pouvoir utiliser l'interpolation. On l'a déjà vu avec la double moustache, ou alors avec du binding d'attributs, avec la syntaxe v-bind 2 points nom de l'attribut, ici l'id de ma div, avec un shorthand qui est juste de 2 points. Si vous voulez injecter de l'HTML, attention aux failles de XSS, vous pouvez le faire avec la directive vhtml, vue 3 slides plus tôt. Pour utiliser un filtre, on l'a vu, c'est avec le pipe
dans une interpolation. Une interpolation étant soit les moustaches, soit le V-bind. Les directives, justement. On en a ici 3. La conditionnelle, le V-model pour tout ce qui est input, pour avoir un binding dans les deux sens dans les formulaires, et l'itération. Oui, donc là on a les deux syntaxes pour le bind, la version longue, la version courte. Les deux lignes sont strictement équivalentes. Le même pour les événements. Donc pour réagir à un événement HTML, on met nom de l'événement, on le préfixe par v-2 points, et ça va appeler une fonction de notre composant. Il y a également un raccourci, un sucre syntaxique avec l'arrobase. Les événements peuvent être modifiés directement au moment de la déclaration, avec une liste de modifiers prédéfinie par la librairie. En l'occurrence, qui n'a jamais écrit de stop propagation ou de prevent default, vous pouvez le faire directement en le déclarant comme ça dans Vue.js, ce qui est très très pratique. Et voilà, on a tout le langage de templating de Vue qui tient sur une page, et ce qui traduit bien la simplicité, mais ça suffit pour faire énormément de choses. Alors pourquoi utiliser Vue en 2017 ? Parce que la taille ça compte. Donc pour l'anecdote, j'ai fait un petit Hello World en React, 156 kilooctets, pas mal. Angular, 390 kilooctets, avec la OT, hein, c'est plus 100. Polymère 1, 294. Polymère 2, 207. On sent que la version 2 est déjà meilleure que la version 1, rien que là-dessus. Et avec Vue, on est à 93,4 kilooctets. Alors c'est un peu biaisé, Vue fait peut-être un peu moins de choses, mais ce qu'il fait en moins, c'est ce dont on n'a pas besoin. Clairement, dans un Hello World, vous n'avez pas le routeur, vous n'avez pas les requêtes XHR. Webpack, qui est utilisé par toutes ces technos, enlève tous les modules dont on n'a pas besoin. Donc ça veut dire que le cœur de la librairie est de base gros. Alors dans Angular, il y a déjà l'injection de dépendance, c'est pour ça qu'il est si lourd. Accessoirement, la raison de la taille, l'avantage de la taille, l'autre avantage de la taille, ça a été fait de bonus, c'est que si vous avez déjà une application legacy qui existe, qui est déjà en général assez conséquente, que vous voulez faire une migration, deux approches, soit vous repartez from scratch, dans ce cas-là, Vue est un candidat parmi tout le monde, soit vous vouliez aller progressivement. Si vous voulez aller progressivement, rajouter quelque chose de petit, ça évite de surcharger quelque chose de déjà trop gros, et donc de rajouter à l'effet gros sur gros qui ralentit et plombe considérablement les performances. On le sait, plus une application JavaScript grossit, moins elle est performante. Parlons un peu plus en détail du composant, qui est donc au cœur de la librairie. Et en premier lieu, on va parler du modèle. La propriété data dans Vue, c'est propriété un petit peu spéciale, limite magique. Et en fait, c'est un proxy de données internes. Faut le voir comme les propriétés privées de votre composant. Tout ce qui est dans data est disponible au sein de votre composant. Par contre, ne sera pas, en théorie, c'est du JavaScript, on peut toujours tricher, manipulable par les autres composants, parents ou enfants. Donc ces propriétés peuvent être dynamiques, on peut faire varier ces propriétés. Par contre, elles ne peuvent être modifiées que par le composant lui-même. Ici, un simple compteur qui est capable d'incrémenter sa valeur interne. Cette valeur interne sera affichée à l'utilisateur, mais personne d'autre ne pourra la manipuler en l'état. Ce qui va vite être une limite. Alors c'est un proxy. C'est-à-dire que si on n'instancie pas un nouvel objet avec le return ici, mais qu'on se contente d'associer un objet à un composant, cet objet va être statique pour l'ensemble des instances de ce type de composant-là. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ici,
l'objet data qui est extérieur à mon composant, je l'infecte à la data de mon composant, qui s'appelle VM. Quand je modifie l'un ou l'autre, les deux sont modifiés, ils sont linkés, il n'y a pas de copie. Donc c'est admirablement illustré par les trois compteurs qui vont tous modifier la même propriété compteur, étant donné en incrémente 1, les trois sont incrémentés. Donc comme je disais, data c'est bien, mais c'est une propriété interne. À un moment donné, le composant, il va être dans une application, il va falloir qu'il communique. Il y a deux façons de communiquer avec un autre composant. Soit on est son ancêtre et donc on veut communiquer avec lui, soit on est son descendant et donc on veut communiquer avec lui. Le Vue a fait le choix de l'implémentation props down events up, c'est-à-dire qu'un parent va pouvoir passer des propriétés à un enfant va pouvoir notifier son parent d'un changement d'état avec des événements. Les propriétés. Les propriétés, ça va être un contrat d'interface d'entrée, ça va être l'ensemble des attributs que vous exposez au monde pour qu'ils puissent vous initialiser. Elles peuvent être dynamiques en utilisant un data binding. Que dire de plus? Pas grand-chose. Les propriétés sont quand même enfermées dans le composant, c'est-à-dire qu'elles appartiennent ici à mon composant child. Enfin, la propriété message appartient au composant child. Chaque child va avoir sa propriété message, mais cette propriété message n'appartient pas au parent. Le parent ne peut pas venir agir dessus. Il peut passer une valeur au composant au moment où il l'appelle. Par contre, il ne peut pas a posteriori faire programmatiquement un child.message égal ou un child message plus. Encore une fois, les propriétés vont être en camel case dans le JavaScript, en kebab case dans le HTML. C'est une règle vraiment générale. Et le binding est fait automatiquement par Vue. One-way data flow, les propriétés ne peuvent aller que de façon descendante. Un enfant met à jour la propriété, l'information n'est pas transmise aux parents. Donc si vous recevez un état initial, que vous le modifiez, le parent il ne sait pas que ça a changé. Pour peu que vous ayez fait un binding de l'état initial de votre enfant avec une de vos propres propriétés internes de parents, mécaniquement ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de two-way data binding. Donc il va falloir le faire autrement. Si on a vraiment besoin de faire muter cette propriété en interne, on va avoir des solutions. Elles prendront un peu plus de temps à être mises en œuvre, mais cela reste possible. Et il faudra se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, ou est-ce qu'on ne veut pas tout simplement réagir à des événements? On va y revenir sur les méthodes. Les propriétés en Vue peuvent être auto-validées avec les types JavaScript. Donc number, string, object, array, boolean, function. Il n'y a pas de TypeScript ici. On peut faire du Vue avec du TypeScript, mais ce sera une implémentation. Il y aura un peu de travail de configuration de TypeScript à faire. Recevoir une valeur par défaut, le cas échéant, et peuvent être mandatory ou non. Les méthodes dans Vue, ici, c'est des callbacks aux événements. On a déjà vu qu'on pouvait réagir à un événement HTML grâce à la directive von ou à son shorthand arrobase. Ces méthodes sont déclarées dans notre composant grâce à la propriété methods. Et on va pouvoir également réagir à des événements de nos enfants qui vont être des événements custom, c'est-à-dire que Vue va nous donner le moyen de déclarer de nouveaux événements pour pouvoir cette fois faire le contrat d'interface de sortie. Ce qui va nous permettre de faire la communication d'enfant à parent cette fois.
Nativement, une instance de vue expose systématiquement les propriétés $on et $emit, donc rang producteur consommateur, très classique. Si un composant émet via emit un événement, son parent peut s'y connecter via von, arrobase, ou programmatiquement via $on. Ça va fonctionner exactement de la même façon de se connecter à un événement d'un composant que se connecter à un événement HTML. D'ailleurs, Custom Element Web Component, les premiers composants, les premiers Web Components, ce sont toutes les balises HTML. Et Vue respecte de ce point de vue-là ce paradigme-là. Alors après, ça s'appelle pas Idle Listener, il ne respecte pas totalement la syntaxe, mais il reste quand même proche du paradigme Web Component. Si on a besoin, c'est contraire au paradigme composant, mais si on a besoin d'un bus de données transverse à toute l'application, il nous suffit de déclarer une instance de vue en global, et cette instance de vue, on va pouvoir faire du on ou du emit partout dans notre application, et on a automatiquement un pub/sub global à notre application, juste en exploitant, encore une fois, un composant Vue. En plus des propriétés et des méthodes, on a aussi dans nos composants la possibilité de définir du contenu. Donc là, quand on utilise un composant Vue, on utilise une balise spécifique, myComponent, dans un composant parent ou au plus haut niveau de l'application. Donc myComponent, c'est un composant que j'ai défini. Et si je mets quelque chose entre ces deux balises, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si dans la déclaration du template de ce composant, vous avez utilisé slot, alors ce contenu, il sera injecté. Si vous n'avez pas utilisé slot, il sera tout simplement ignoré. Pour aller plus loin, il y a aussi dans Vue les computed properties, les computed setters, qui vont permettre notamment de gérer le cas d'un passage de propriété initial qui est transformé après en interne dans un composant, ou de faire des transformations programmatiques un petit peu plus compliquées qu'une simple propriété. Bon, après c'est pareil, c'est pas propre à Vue. Vous allez avoir VModel pour le two-way data binding sur les formulaires, et vous pouvez faire du multi-slotting de contenu au travers de NameSlot, qui est une fonctionnalité arrivée assez récemment, puisque je crois qu'elle est 2.2. Revenons à notre question de départ. Pourquoi utiliser Vue.js en 2017? Troisième bonne raison, c'est parce que c'est extensible à volonté. On peut utiliser Vue avec Rx, on peut y plugger un routeur, on peut y plugger un moteur de requête HTTP. Vous pouvez surtout y plugger votre stack JavaScript que vous utilisez depuis 5 ans, que vous maîtrisez bien. Vous en avez juste marre de votre librairie de templating actuelle, pour des raisons diverses et variées. Bah, vous virez juste vos vues, vous virez juste votre templating, vous gardez tout le reste, vous mettez Vue à la place, vous refaites vos vues évidemment, ça marchera. Il y aura un petit peu de conf au départ, mais ça marchera. Alors il y a la stack de base, avec les plugins officiels. Vuex et VueRouter sont tous les deux maintenus par l'auteur de Vue, Evan-You. Je vous recommande, si vous partez from scratch, de les utiliser, si vous avez besoin d'un state management. Mais, pour jouer, on va mettre page.js. Donc page.js, c'est un routeur côté client qui reprend la syntaxe d'Express, mais pour déclarer des routes dans une application là. Donc, normalement, j'ai capturé assez gros, vous allez pouvoir lire. C'était pas très pratique par contre. Pour démarrer un projet Vue, le moyen le plus efficace, c'est d'installer la Vue CLI et de l'utiliser. Premier intérêt, vous avez le choix quand vous démarrez un projet Vue du templating que vous utilisez pour celui-ci.
Le plus fréquemment, on va utiliser Webpack, mais il y a un module Browserify qui existe, il y a un module Simple sans rien qui existe, et vous pouvez déclarer vos propres scaffolders et faire view init, mon scaffolder à moi qu'il est trop bien, et ça va vous démarrer votre projet. Vous donnez ensuite un nom à votre projet. Ça va vous poser quelques petites questions pour savoir, en fonction du moteur templating choisi, les fonctionnalités que vous voulez prendre. En l'occurrence, moi j'ai tout viré. Ça vous donne les petites commandes pour pouvoir démarrer à développer. En l'occurrence, installer les dépendances avec npm ou avec yarn et lancer un npm run dev pour démarrer. Donc, le yarn le plus rapide de la Terre, forcément. Il est un peu triché. Le npm run dev et sans rien faire, de façon totalement magique, l'application va arriver sur le navigateur. L'intérêt de Webpack ou de Browserify, c'est qu'on va bénéficier du Hot Module Replacement, qui fait que dès qu'on va modifier notre code, ça va apparaître sur le navigateur. C'est pareil, c'est pas Vue qui donne ça, c'est des outils JavaScript, on les connaît bien. Il se trouve qu'ils sont faciles à mettre en place, il n'y a pas besoin de trop de tuning pour démarrer. Oui, j'ai pas montré le template de l'application. De base, Vuecli vous sort une application avec le point d'entrée, qui est un fichier main.js, JavaScript, qui va faire le new view, l'instance, le starter, sur l'index HTML à côté. Ce starter va démarrer un composant, qui est celui-ci, app.view, qui va être votre composant le plus haut niveau, votre app component. Et en plus, il vous donne un premier composant, qui est le composant hello, qui s'occupe de faire afficher le texte qui est présent sous le logo étant dans l'index.html. En l'occurrence, on va tout de suite l'enlever parce qu'il ne nous intéresse pas. Et on va juste garder le logo parce que c'est pour savoir qu'on fait du Vue. Donc le but de ce petit tuto, c'est de faire fonctionner page.js, qui est donc un routeur, dans Vue. Pour ça, on va faire trois choses. Créer un petit service de données qui va être une liste d'utilisateurs. Créer un composant vue détaillée d'utilisateurs et créer un composant liste d'utilisateurs. Après, on va mettre un lien sur chaque élément de la liste pour passer de la liste à la vue détaillée. Donc on commence par le service de données qui va être du code JavaScript de très très haut niveau avec un export du service. Il y aura un tableau d'utilisateurs, truc de malade, et deux fonctions, getUsers qui me renvoie la liste des utilisateurs et getUserByIndex qui me renvoie un utilisateur en fonction de son ID, qui est en l'occurrence l'index dans le tableau. Je crois presque la mettre en x2 vu que je la pose. Donc là, on a implémenté le modèle. Il nous reste à faire les view modèles et la view. Pour ça, on va faire des nouveaux composants. On leur donne le petit nom, hop, view. Donc j'ai un petit snippet qui me prépare le composant. Donc un composant va avoir son template. La partie scripting où on va retrouver notre view modèle avec les propriétés, les méthodes et le proxy.
Et tout en bas, une petite partie de styling avec un petit attribut qui n'existe pas dans la vraie vie qui s'appelle scopt. Ça, c'est avec le view loader de Webpack. Si vous mettez scopt sur votre balise style, vous allez encapsuler le CSS que vous déclarez là à ce composant-là. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tout et n'importe quoi là-dedans, ça n'impactera pas le reste de votre application. C'est une fonctionnalité qui est en train d'arriver nativement dans CSS. Là, Webpack nous l'offre en compatibilité IE9. Donc le template de mon composant détaillé, ça va être tout simplement deux spans. On va afficher le prénom et le nom de l'utilisateur. Le tout en donnant la couleur associée à l'utilisateur dans notre petit tableau du service. Alors justement, les deux seules lignes de CSS que vous allez voir, là, j'accole un style à tous les spans qui sont déclarés dans ce composant. S'il n'y avait pas le scope, je le mettrais sur tous les spans de mon application. C'est un peu plus gênant. Donc pour la couleur, tout simplement, un data binding, donc v-bind style, je passe un objet, la propriété color va binder user color. Pour tester que ça fonctionne bien, je mets dans mon proxy un premier utilisateur interne qui est juste là pour si j'en ai pas d'autres. Je reviens dans mon composant principal pour importer celui que je viens de déclarer. Je le rajoute à la liste des composants. Je le rajoute dans mon template. Je sauvegarde et il apparaît. Pour être un peu plus dynamique, je vais interroger mon service, forcément. Donc, l'utilisateur que je vais afficher, ce n'est pas celui de data, mais un que je vais récupérer en communiquant avec mon service. Comment je fais? Eh bien, j'invoque la fonctionnalité getUserByIndex sur le user service. Au préalable, j'oublie pas d'importer le service. Et ainsi, ça passe tout seul. On a user_detail, on prend les mêmes, on recommence avec user_list. La principale chose qui change, c'est le template. On va avoir une liste. Ici, on va simplement s'attarder sur cette syntaxe-là qui est en train d'apparaître. Pour faire une itération dans Vue.js, on utilise la directive vFor, quelque chose in objet, array, itérable, ce que vous voulez. Le quelque chose, vous avez la possibilité de juste mettre item. Si vous voulez aussi avoir un indice, il faut utiliser cette syntaxe-là. Les parenthèses sont obligatoires. Par contre, le nom des variables, vous mettez ce que vous voulez. Dans cette liste, on va avoir des liens. Et on va afficher le nom. Par défaut, on va mettre un tableau vide. Alors pourquoi je mets un tableau vide? C'est parce que si users n'existe pas, ça fait cracher votre template, le cas échéant. Comme la récupération de users se fait dans un service un petit peu tardivement dans le cycle de vie, là je l'ai mis à create, c'est assez tôt, mais on pourrait imaginer venir beaucoup plus tard, il me faut un état initial. Et en réalité, ma liste d'utilisateurs, je vais tout simplement la demander à mon service pour l'afficher. Même punition pour user_detail, je l'importe dans mon composant principal, je l'affiche. Ok. Là, on a fait du view, c'est bien, on est déjà content. On a préparé le terrain à pouvoir insérer notre routeur. Pour insérer un routeur dans un view, comment on fait? Enfin, pour insérer de manière générale une librairie dans view, il y a plusieurs façons de le faire. Ah oui, quand même, j'avais oublié. Tant qu'à faire, on met un clic sur le lien. Pour l'instant, on va se contenter de faire un log du paramètre passé. Mais donc, programmation événementielle en view, nom de l'événement. Et nom de la méthode associée, déclarée dans les méthodes.
Donc, déjà, je vais télécharger ma dépendance, fatalement. Le point d'entrée, main.js, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, donc qui fait le starter. Donc le starter, il crée une nouvelle instance de vue, l'associe à un node qui est dans mon index.html et il invoque en fait, il remplace ce node par l'affichage du composant app. J'importe ma librairie à l'endroit où je déclare mon application view. Donc ici c'est très très haut dans mon application puisque c'est full view. Mais si j'utilise view comme morceau d'une application, il y a un moment donné où je déclare le point d'entrée de haut niveau, où je fais mon new view principal. Si je veux utiliser une librairie au sein de view, c'est à cet endroit-là que je vais faire mon import. Donc j'importe page et je vais tout simplement définir une propriété du prototype que je vais appeler router et à qui je vais donner pour valeur le point d'entrée de la librairie. Hop, voilà. Object Defined Property, View Prototype, router value. En faisant ça, j'ai rendu accessible la propriété router à toutes mes instances view que je peux avoir dans mon application. Et je peux ainsi aller les manipuler à loisir dans chacun des composants. On va commencer dans User Detail à souscrire à une route qui sera paramétrée, qui va appeler une fonction. Cette fonction va être une méthode de mon composant, donc je la déclare dans Methods. Et alors là, faut connaître la doc de votre librairie, forcément. Le routeur, il a deux paramètres. Le premier, c'est un contexte, qui va m'intéresser ici, qui est une propriété param qui permet de récupérer la clé que je passe dans une route. Au moment où je sauvegarde, mon composant est revenu à AB en noir, puisque du coup, created ne va plus chercher dans user service quoi que ce soit. Donc je reviens à ma propriété qui est en data. Dans user list, je vais implémenter la navigation. Donc tout simplement invoquer la route, en l'occurrence naviguer vers l'index 0, 1 ou 2, et ça marche. Tout le monde a vu à droite? C'est bon. Pour aller plus loin, on va aussi utiliser le routeur pour afficher ou masquer la vue détaillée en fonction de la route sur laquelle on est. Donc je déclare dans app.view une propriété pour afficher ou masquer un composant. Alors c'est la version dumb pour faire les choses, hein. On pourrait le faire de façon plus intelligente, je vous rassure. Là c'est vraiment en mode tuto. Je souscris à exactement la même route que dans l'autre composant. Je déclare donc dans mon composant app.view des méthodes. En l'occurrence, je vais juste changer l'état. Et donc le deuxième paramètre du routeur page.js, c'est le souscripteur suivant de la route invoquée. En l'occurrence, app.view est mon composant de plus haut niveau. C'est lui qui souscrit en premier à router ID. User Detail, qui est un composant plus profond, souscrit en deuxième. C'est là où je dis qu'on pourrait le faire plus intelligent. On pourrait bien sûr avoir une déclaration centrale du routeur qui serait plus classique, parce que là on peut vite faire du code spaghetti avec tous les composants qui souscrivent dans tous les sens. Donc là, le deuxième paramètre qui m'intéresse, c'est celui que j'appelle en callback. Je crée également une fonction pour revenir à la liste détaillée. Je sauvegarde, et là ça ne marche pas parce que j'ai pris une virgule. Donc ça permet aussi de voir que le scaffolder Webpack est assez sympa avec vous. Il vous fait afficher directement, graphiquement, les erreurs que lui rencontre au parsing. C'est bien, par contre si vous le mettez avec ESLint, il y a un truc qui est un peu frustrant, c'est que les erreurs ESLint apparaissent au même endroit.
Et des fois, on aimerait bien avancer sans respecter ESLint. Et ben non, quand on met ESLint directement sur le Vue Init Webpack avec ESLint, si vous ne corrigez pas votre code au sens ESLint, vous ne pouvez pas travailler. Vous n'avez pas le droit. Et là, je me rends compte que ça ne marche pas. Et je ne comprends pas pourquoi, quand je clique sur un truc. Et donc, question pour ceux qui ont déjà fait du Vue, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe? Alors, il y en avait 6 à peu près. Je récapitule. J'ai une navigation. Je déclenche une navigation quand je clique sur le lien. Donc, j'appelle une méthode. Cette méthode va déclencher 2 callbacks. Elle va déclencher la callback qui permet de changer le booléen. Et elle va déclencher la callback qui permet de dire quel utilisateur s'affiche dans la vue user detail. J'ai une autre fonction, un autre clic sur app.view sur ma grosse div qui permet de revenir à la liste. Alors est-ce que les 6 qui ont déjà fait du Vue ont une petite idée de ce qui se passe et de comment on va pouvoir fixer en 4 secondes? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un vieux problème HTML classique. Quand je clique ici, mon événement, dans le DOM, il fait une phase de propagation, puis une phase de bubbling. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Il commence par activer la route, donc il m'affiche mon user detail avec les mêmes propriétés. Puis après, il déclenche le back, donc il me raffiche la user list. Et donc, tout simplement, pour corriger ça en Vue, je vais aller sur mon événement et je vais stopper la propagation. Et c'est magique. Donc pourquoi utiliser Vue en 2017? Et c'est vraiment la raison pour laquelle moi je le retiens. C'est pour la liberté qu'il m'offre en tant que librairie. Je peux vraiment le manipuler avec presque n'importe quoi. Il est vraiment très flexible et il ne vient pas avec un écosystème, alors certes très intéressant dans le cadre React et Angular, mais vous vous mariez avec, et j'ai toujours détesté ça, personnellement. Et donc là ça n'y coupe pas. Une petite librairie qui me permet de faire la même chose, avec la même vélocité, avec moins de contraintes, du coup qui effectivement peut peut-être aussi introduire plus de code pas beau, c'est un des gros défauts de JavaScript, hein. Très puissant, très flexible, mais du coup qui ouvre la porte à n'importe quoi. Bah, Vue, on reste un petit peu dans ce concept-là. Donc c'est à vous d'être vigilant. En résumé, sur ce que je vous ai raconté pendant ces 3 quarts d'heure, Vue.js, c'est une approche composant complète. C'est la mode actuellement et c'est toujours intéressant de la suivre, quelle que soit la librairie qu'on choisit. Ce en quoi il se distingue par rapport à les autres, c'est que sa courbe d'apprentissage est bien inférieure à ses concurrents. Il est très léger et il est extrêmement flexible. En contrepartie, bah, il fait un peu moins de choses que les autres. Quelques ressources indispensables, le site officiel Vue.js.org avec la documentation complète des API, des fonctionnalités. Donc là, je vous en ai fait un extract. Je ne suis pas allé au fond des choses, évidemment. 1 heure, ce sera un peu court. Très intéressante, la newsletter hebdomadaire qui va vous donner des librairies, du tooling, des composants, des templates pour démarrer des applications. Et cette newsletter, elle est permanente. C'est également un site web. Ce qui fait que si vous n'avez pas lu la numéro 1, qui était il y a à peu près 40 semaines, c'est pas grave, elle est toujours disponible à cette URL-là. Made with Vue.js pour avoir un petit portfolio de projets qui sont faits en Vue. Pas de grand nom pour l'instant, il n'y a pas de YouTube. Il y a YouTube en polymère, il n'y a pas de YouTube équivalent en Vue.js aujourd'hui. Et la dernière, c'est une cheat sheet avec l'intégralité de Vue.js, qui est assez interactive. Et il y a eu hier un Titan & Co. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'e-sports,
Il a une chaîne Twitch. Et là, il s'est lancé dans une saga de battle développeur contre développeur. Et hier, il y avait la première session React versus Vue. Donc l'idée, c'est de confronter deux seniors développeurs, donc un qui va être sur une techno et l'autre qui va être sur une autre. Ils ne savent pas ce qu'ils vont coder, ils vont avoir 1 heure. Et donc au début, il leur donne un cahier des charges et puis un jolly. Donc c'est assez sympa à voir parce qu'on voit du code fait par des gens très expérimentés. Ça permet de découvrir des livres auxquels on ne penserait pas pour faire certaines choses qu'ils manipulent au quotidien. C'est assez intéressant. Sauf si vous insistez, je ne vous spoil pas le résultat de la bataille. Si, vous voulez ça. Alors il y a deux façons de voir les choses. Moi je pense qu'ils ont fait ex-aequo. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a la vraie parce qu'il fallait absolument gagner. Donc il y avait 3 critères pour décider qui gagnait entre les deux contenders. Le premier, c'était le nombre de fonctionnalités du cahier des charges qui ont été implémentées. Ils sont faits ex-aequo. Ils ont implémenté chacun la même chose. Le deuxième critère, c'était la maintenabilité du code, le respect d'un code beau, propre, au sens des technos, parce qu'il est lui-même très expérimenté. Et ils ont fait ex-aequo. Et donc le troisième critère, déterminant en l'occurrence, c'était le vote du public. En fonction de qui recevait le plus de votes de la part des spectateurs, on décidait des gagnants. En l'occurrence, je vous l'ai dit, hein, Vue c'est le plus populaire, donc il y avait 3 fois plus de votes pour Vue.js, donc Vue.js a été déclaré gagnant. Mais en l'occurrence, ces deux seniors développeurs ont bien prouvé qu'avec le même temps imparti et le même cahier des charges rencontré, on fait la même chose avec une techno ou une autre. C'est juste une question après de mais qu'est-ce qu'on veut faire pour de vrai. Il y a des use cases où Vue sera le plus efficace, il y a des use cases où React sera le plus efficace, il y a des use cases où ce sera même Angular le plus efficace. Faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, Vue. C'est une librairie légère et flexible pour faire des interfaces. Si vous avez besoin d'un routeur, vous allez devoir déjà le rajouter. Alors le temps que vous allez perdre à rajouter ce routeur, peut-être que si vous avez pris React dès le départ, vous l'auriez gagné. À vous de voir. En tout cas, merci à vous, merci à RenJS de m'avoir invité. Et si vous avez des questions,